Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition dans l'actualité de ce vendredi vers la fin des travaux du bâtiment Habitat. Le procès du 28 septembre à Conakry. Le niveau d'avancement des travaux rassure le garde des Sceaux et les audiences sont annoncées avant le 28 septembre prochain. Et puis nous irons à Farana où s'est tenue récemment la validation du zonage de la forêt classée de Kouya. Elle est initiée par la direction du programme sur l'homme et la biosphère, une manière d'amener des décideurs et partenaires techniques à protéger ce site. Enfin, le nouveau nonce apostolique en Guinée au Mali accueilli à Conakry par Catholic Relief Service et le CPH, ces deux structures de promotion des œuvres de l'Église catholique, ont tenu ainsi à marquer leur attachement au nouvel ambassadeur du pape. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Voici un extrait du compte-rendu des travaux avec le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 21 juillet 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 19 juillet 2022, décision du Conseil des ministres et divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Dans son message introductif, son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya a félicité et encouragé le Premier ministre par intérim, Monsieur Bernard Gomou, ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à resserrer les rangs autour du Premier ministre par intérim qui fait déjà preuve de leadership. Par ailleurs, le président de la transition a porté son message sur 3 points. Le contenu de la transition, les résultats du baccalauréat et la situation des baux. Sur le premier point relatif au contenu de la transition, le président de la transition a instruit à l'ensemble du gouvernement, particulièrement au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et la ministre de l'information et de la communication, de produire sans délai un plan de vulgarisation du contenu du chronogramme de la transition afin que les Guinéens de toutes les couches sociales soient informés et sensibilisés sur la compréhension et l'importance de ces enjeux. Car nous faisons face à des défis économiques, sécuritaires et politiques qui doivent être compris par la communauté nationale et internationale. Sur le second point relatif aux résultats du baccalauréat, pour le chef de l'État, ces résultats du baccalauréat qui viennent d'être publiés ont une fois de plus mis en lumière l'état réel de notre système éducatif. Le président de la transition a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prendre des actions courageuses pour corriger les faiblesses de l'école guinéenne. Le président de la transition a instruit la mise en place d'une commission interministérielle composée du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Cette commission, présidée par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, devra, dans un délai de 10 jours, faire la synthèse des propositions et recommandations de tous les rapports officiels produits ces 15 dernières années sur l'enseignement guinéen à vue de proposer un plan réaliste pour leur application. La situation des baux, permis de pêche et permis minier. Après la décision d'autorisation d'octroi des baux, le président de la transition a décidé qu'au même titre que les permis de pêche, d'avoir un œil sur les baux amphithéotiques et commerciaux devant être contractés. Compte rendu du Conseil interministériel. Monsieur le Premier ministre, par intérim, a introduit ce message en remerciant le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya,
et le chef du gouvernement, M. Mohamed Beavogui, pour la confiance placée en sa modeste personne pour assurer l'intérim du Premier ministre absent du pays. Le chef du gouvernement, par intérim, a également exprimé sa reconnaissance à chacun des membres du gouvernement pour les encouragements et les vœux de réussite exprimés à son endroit. Aujourd'hui, plus qu'hier, le gouvernement reste une équipe et il faudra garder ce cap pour faire avancer le pays, a-t-il rappelé. Et puis, le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers à une plénière ce samedi 23 juillet 2022 à 11 h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière portera sur la présentation du document de programmation budgétaire pluriannuel, cadre budgétaire à moyen terme, 4 dépenses à moyen terme pour 2023-2025 par le gouvernement. Sont conviés à prendre part à la présente session les membres du Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD, les présidents des institutions républicaines, le Premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les corps diplomatiques et consulaires accrédités à la République de Guinée, les représentants des confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, les représentants des coalitions des partis politiques, les maires des 6 communes de Conakry, le représentant du patronat de Guinée, les représentants de la société civile, les représentants des centrales syndicales, le représentant de l'Association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers est exigée. Pour le bureau, le président, Dr Dansa Kourouma. En plus bref et en image, le premier numéro du magazine d'information de la présidence est désormais disponible. Ce magazine de 106 pages est un condensé des activités de la transition, sa gestion, les ambitions et la vision du président du CNRD avec comme point d'orgue une interview exclusive du colonel président. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé dans les titres, vers la fin des travaux du bâtiment devant abriter le procès du 28 septembre à Conakry, le niveau d'avancement des travaux rassure le garde des Sceaux et les audiences sont annoncées avant le 28 septembre prochain. À la CRIEF, tout comme un tribunal ad hoc, ce sont des messages d'assurance. Tierno Younoussaba. Crimes de sang, crimes économiques, toutes ces infractions sont en ligne de mire de la justice. Jeudi, le garde des Sceaux a réitéré son engagement à promouvoir la lutte contre l'impunité. Alors que le procès du 28 septembre urge, le ministre de la Justice évalue les travaux de construction du bâtiment devant abriter les audiences. En plus du bâtiment, des échantillons d'uniformes destinés aux gardes sont présentés. Je suis très satisfait de l'état d'avancement des travaux. Comme vous le savez, lors du Conseil des ministres du jeudi dernier, Monsieur le Président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, dans sa responsabilité de premier garant de la défense des droits humains, a décidé, avec tout le gouvernement de la transition, de permettre aux victimes désormais de connaître un procès qui va s'ouvrir très prochainement, comme l'a dit Monsieur le Président de la transition, avant le 28 septembre 2022. Peu avant la visite du tribunal ad hoc, le ministre de la Justice est allé à la rencontre du personnel de la CRIEF avec les magistrats chargés de la moralisation de la vie publique. Les échanges ont porté sur les besoins devant renforcer la capacité opérationnelle de la juridiction. Ces magistrats de la CRIEF ont exposé un certain nombre de préoccupations, pas d'ordre judiciaire, il faut le préciser, d'ordre matériel. Nous leur avons promis que ça fait partie d'ailleurs de notre politique visant d'améliorer le cadre du service public de la justice, que dans un bref délai, ils seront dotés d'un budget de fonctionnement
pour leur permettre de mener à bien leur mission. C'est un grand message. Les engagements qu'il a pris par rapport à l'amélioration des conditions de travail au niveau des magistrats de la CRIEF. Et ce que je puis rassurer ici, c'est que l'engagement dans le travail des magistrats de la CRIEF ne fera pas défaut. De la CRIEF au tribunal ad hoc, le garde des Sceaux se veut plus rassurant. Charles-Alphonse Wright compte sur l'accompagnement de chacun et de tous pour redorer le blason de la justice guinéenne. À présent, cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et les fondateurs d'écoles privées de Conakry, la qualification du système éducatif était au cœur de la rencontre. Le ministre Awing déplore l'attitude de certains fondateurs lors des examens et appelle à une union sacrée entre les acteurs de l'éducation. Abdelaziz Baldé, Abdelkhalifa Keita. C'est une rencontre de contact pour fédérer les idées afin de relever les défis pour la bonne marche de l'école guinéenne. Le chef du département du préuniversitaire au chevet des fondateurs des écoles privées. Conscient du dernier résultat inédit aux différents examens nationaux, les responsables des écoles privées s'engagent pour une éducation inclusive. Les écoles privées se sont multipliées dans le pays, bravant vents et marées, mais très malheureusement, il est arrivé que la concurrence a pris le dessus par moment. Certaines se sont lancées dans une concurrence déloyale, commercialisant l'activité scolaire et allant jusqu'à violer le serment du métier d'enseignant et piétiner les fondements de base d'une école qui est en réalité un sanctuaire de connaissances. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à la création de certaines écoles qui ne répondent à aucun critère. En Guinée, 6 884 écoles privées existent pour près de 3 millions d'élèves. Confiant d'une éventuelle collaboration franche entre les établissements privés et les autorités éducatives, le ministre des tutelles annonce plusieurs initiatives pour les écoles privées, au même titre que celles des publics. Chers fondateurs, vous engagez des enseignants, vous les payez, vous aidez l'État, vous rendez un grand service à l'État. Ce qu'on vous recommande, c'est quoi? Allez-y jusqu'au bout. Nous avons des plaintes. Les fondateurs refusent de payer les 9 mois. Pourtant, les parents payent 9 mois. Excusez-moi, ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Faites des contrats avec les enseignants. Nous ne vous demandons pas de payer 11 mois ou 12 mois, mais de grâce, acceptons de payer ce que les autres font comme travail. Pendant cette assise, plusieurs points ont été soulevés pour des solutions concrètes. La formation des formateurs, la révision des programmes sont entre autres annoncés par le responsable du département en charge de l'enseignement préuniversitaire. L'autonomisation des femmes et le dividende démocratique au Sahel, Suède, est un projet de la Banque mondiale. L'institution vient de mettre à la disposition des ministères de l'enseignement préuniversitaire et de la jeunesse un important lot d'équipements. C'est un appui pour encourager le maintien des filles à l'école. Yamoukaba. Ces mobiliers de bureau remis aux autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire jettent les bases d'un projet ambitieux de la Banque mondiale. Le maintien des filles à l'école. L'objectif clairement affiché par l'institution à travers Suède 2, réduire le faible taux de scolarisation des jeunes filles et permettre aux acteurs de l'éducation d'assurer le suivi et la supervision du projet sur le terrain. Aujourd'hui, force est de reconnaître que nous assistons à la déscolarisation des jeunes filles, due à plusieurs facteurs qu'on ne peut pas tous citer ici. Mais si nous avons un projet qui encourage, qui maintient les jeunes filles à l'école, nous estimons que c'est une bonne chose. Et cet équilibre, nous avons besoin. Côté autonomisation des femmes, tout n'est pas encore éteint. L'engagement du ministère de la Jeunesse entretient les espoirs. Le département va aussi développer le projet intitulé « Compétences de vie » pour accroître les possibilités de gains élevés pour la couche féminine très défavorisée. Quand la femme elle a sa capacité d'autonomie à se prendre en charge, déjà ça règle un problème. Et ce problème, c'est ce problème chouette qu'elle a aujourd'hui à renforcer d'abord les capacités techniques des cadres du département avec l'appui de la Banque mondiale pour arriver en évidence à cette autonomisation des femmes. On va mettre en place ce qu'on appelle les espaces sûrs. C'est des 306 qu'on va innover. C'est des centres de formation et de renforcement.
Il y a aussi ce qu'on va développer dans les 153 CFD dont j'ai fait allusion, ce qu'on appelle le club des maris et le club de futurs maris. Ces sous-projets, le maintien des filles à l'école et la compétence de vie, vont favoriser un comportement sain en matière de santé sexuelle et reproductive dans plus de 100 communes rurales du pays. Aussi, réduire les violences basées sur le genre. Pendant ce temps, à Kindia, des jeunes sont à l'école de l'entrepreneuriat sur la gestion axée sur le résultat sur le centre du commerce international et ses partenaires comme Bolloré Logistique qui pilotent l'exercice. Yaya Sila, Fanala Baya Kamara. La région de Kindia est une zone agricole par excellence. Nombreux sont parmi les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent créer leur propre entreprise après leur cycle de formation professionnelle. Ils sont donc 20 parmi ces jeunes qui bénéficient de cette formation en gestion axée sur le résultat, en exportation, transport et logistique des produits agricoles. Nous avons constaté que entre ce que les jeunes apprennent à l'école et ce qui se passe dans la vie courante, il y a alors une différence. Alors il est nécessaire que la jeunesse soit accompagnée, boostée pour pouvoir concilier l'apprentissage académique, n'est-ce pas, à la pratique du terrain. 4 jours de formation intense sur comment créer une entreprise, comment gérer et obtenir le résultat. C'est à cet exercice que les encadreurs choisis par l'ONG CECID sont attelés. Nous allons former les jeunes en entrepreneuriat dans l'agrobusiness. Nous allons les coacher pour monter leur propre projet d'entreprise. Nous allons nous réunir aussi pour qu'ils présentent leur projet d'entreprise. On les amende et on valide les meilleurs. Les projets qui seront validés, nous allons accompagner ces jeunes à trouver le financement de leur projet d'entreprise et les accompagner aussi pour la mise en œuvre de leur entreprise jusqu'à ce qu'on trouve que vraiment l'entreprise est debout. De plus en plus, les jeunes entrepreneurs agricoles bénéficient de l'appui des autorités de la région et des partenaires économiques de la Guinée. Dans l'actualité également, tenue à Farana du rencontre de validation du zonage de la forêt classée de Kouya. Elle est initiée par la direction du programme sur l'homme et la biosphère, une manière d'amener décideurs et partenaires techniques à protéger ce site, mais également à l'intégrer dans le parc du Haut-Niger. Les images de Silati Kourma sont commentées par Moussa Bangoura. C'est une rencontre sur la validation du zonage de la forêt classée de Kouya à Farana. Suite à la dégradation poussée de l'environnement, les acteurs du secteur se retrouvent en vue de la protection de ce poumon vert dans la réserve biosphère du Haut-Niger. Ces participants sont venus de Kankan, Farana et Kouroussa. Les exposés et les projections ont permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres. En 2002, une partie du parc avec pour aire centrale la Mafou a été érigée en réserve de biosphère. Maintenant, nous voulons que cette extension soit faite à la forêt classée de Kouya, dont la dégradation avait pris une certaine ampleur. Je salue cette validation de la forêt classée de Kouya parce que les limites sont mal connues, non seulement pour la population riveraine. Si le zonage est fait, les limites sont connues par tout le monde. Je pense que ça va beaucoup nous aider à la gestion de cette forêt. Autorités locales et partenaires techniques saisissent l'occasion pour inviter les responsables à tous les niveaux à accompagner le service national du programme sur l'homme et la biosphère dans la sensibilisation des communautés riveraines pour un changement de comportement. Ces communautés doivent comprendre que la conservation de la Kouya se fera par elles et pour elles. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra à vos attentes et permettra d'enclencher une nouvelle dynamique de gouvernance dans nos réserves de biosphère. À Kouya, il y a près de 160 agents qui étaient mutés là-bas. Mais aujourd'hui, il ne reste que 60 personnes. 60 personnes pour défendre une superficie aussi vaste
c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Cette journée d'échange s'est soldée par quelques recommandations, notamment l'implication de la communauté riveraine dans les prises de décision dans le cadre de la gestion du parc du Haut-Niger, la création des activités génératrices de revenus pour les communautés et l'augmentation du personnel du parc du Haut-Niger pour une gestion durable. Des couveuses pour les centres médicaux de Conakry et Koya, c'est un geste du ministère de la promotion féminine et de l'enfance en ligne de mire la prise en charge, améliorer la prise en charge des nouveau-nés. Mohamed Doukamara. Ce sont des centres médicaux de Kassa, Kaloum, Ratoma, Matoto, Matam, Dixine et l'hôpital préfectoral de Koya qui bénéficient de ces couveuses. Un appui du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui vise à améliorer les conditions de prise en charge des nouveau-nés, surtout les bébés prématurés. Au regard de l'importance de ces couveuses pour la protection des prématurés, j'invite les équipes soignantes des différents services de néonatologie bénéficiaires à un usage efficient et judicieux pour que les soins fournis s'adaptent à l'enfant en vue de l'accompagnement de sa croissance. C'est un défi pour le ministère en charge de la protection de l'enfance de sauver plusieurs vies juste après la naissance des bébés. Pendant les accouchements, les nouveau-nés qui sont prématurés, on les perd souvent à cause du fait qu'on n'a pas le dispositif réellement pour prendre ces enfants-là en charge. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons ce dispositif, nous allons utiliser à bon escient. Au nom de l'ensemble des personnels de santé de la ville de Conakry, mais aussi nos frères et sœurs qui vivent dans les îles de l'Os, vous remerciez vous personnellement, Madame la Ministre, mais à travers vous, les cadres et le personnel de votre département, vos partenaires qui vous ont permis de mobiliser ce matériel pour aider nos structures de santé à prendre en charge les tout-petits. L'ambition du ministère de la promotion féminine à travers ce geste est de donner le sourire aux parents des bébés, car ces couveuses permettront de diminuer les décès infantiles dans les structures sanitaires bénéficiaires. Et puis à région forestière, les préfectures de Yomou et Guéguédou, dans le cercle des localités couvertes par le registre social unifié, le lancement du mécanisme ciblage des ménages a mobilisé l'ensemble des élus locaux. L'idée est de faciliter les opérations d'identification, d'enregistrement et de suivi des personnes vulnérables dans la région. Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Dernière étape de la sensibilisation des élus locaux en Guinée forestière, les préfectures de Guékédou et Yomou. Dans ces localités, les techniciens du Fonds de développement social et de l'indigence font face aux représentants des communautés. Le registre social unifié va être la porte d'entrée unique. Et tout ce qui est lié à la protection sociale dans notre pays, ça n'appartiendra pas que seulement au Fonds de développement social et de l'indigence. Même les partenaires peuvent avoir besoin des données concernant les personnes vulnérables. Ils ne feront que des requêtes qu'ils pourront adresser à l'État guinéen, au gouvernement guinéen, pour mettre ces données à leur disposition, pour qu'ils apportent des aides pour ces catégories de population. La préfecture de Yomou s'est engagée à promouvoir les messages et programmes de ce processus jusqu'à la sensibilisation totale de notre communauté. Soucieux du bien-être des populations, l'engagement des représentants des communautés est sans faille pour la réussite totale de ce projet humanitaire du gouvernement de la transition. La tête de l'objectif sera le rigueur dans le travail, l'honnêteté dans le travail. Nous voudrions que vous nous aidiez. Nous voudrions que vous aidiez cette population à la base qui a besoin de tout. Au terme de cette série de sensibilisation, les opérations d'identification, d'enregistrement et de suivi des personnes vulnérables seront lancées sur toute l'étendue du territoire national.
Le nouveau nom apostolique en Guinée au Mali accueilli à Conakry par Catholic Relief Service et l'OCPH, ces deux structures de promotion des œuvres de l'Église catholique ont tenu ainsi à marquer leur attachement au nouvel ambassadeur du pape. On fait le point tout de suite avec Saint-Martin Fancinadounou. Le désormais nonce apostolique en Guinée et au Mali est à Conakry. Quelques jours après sa prise de fonction, Catholic Relief Service, en tant qu'instrument de promotion des œuvres humanitaires de l'Église catholique, organise une cérémonie d'accueil à son honneur. CRS est en Guinée grâce à l'invitation de la conférence épiscopale depuis 2000 et avec la récente nomination du nonce apostolique. Donc nous avons voulu faire une cérémonie spéciale. Aujourd'hui nous avons sollicité l'accompagnement continu de l'Église pour les conseils, pour les orientations, comme nous sommes une organisation de la conférence épiscopale américaine. L'Église catholique de Guinée mesure la portée de cette organisation. Elle partage la vision de CRS, des valeurs pour la réduction de la pauvreté, de construction d'un monde nouveau à travers la promotion et la préservation de la paix et de la justice. CRS et l'OCPH sont deux Caritas sœurs qui siègent à la réunion du Caritas internationaliste. Nous avons les mêmes activités, le même travail au service des pauvres et des plus pauvres de notre pays pour la promotion de l'homme. Dans tous les pays où Catholic Relief Services fonctionne, l'Église est honorée, l'Église est aidée et les populations sont aidées. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire est un travail d'évangélisation, évangélisation en acte. Ça, c'est important. Cette retrouvaille est donc une opportunité pour les travailleurs et les responsables des deux structures de l'Église catholique, OCPH et CRS, d'approfondir la réflexion pour assurer la continuité des œuvres de changement positif en faveur des plus pauvres pour leur permettre de contribuer au développement de leur communauté. Enfin, le président des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 2, est à Conakry. Il a été reçu en audience par le ministre des Sports. Les entretiens entre Lansana Béa Diallo et son hôte ont porté sur la promotion de toutes les disciplines sportives. Djibril Kamara. Le président des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 2, a été reçu par le ministre des Sports et de la Jeunesse en compagnie des membres du nouveau bureau exécutif du Comité national olympique et sportif guinéen. Le président de cette institution, en introduisant le président Habib Sissoko, a mis l'accent sur les efforts que ce dernier a fournis en faveur de la Guinée pour l'intégration de cette nouvelle équipe au sein de l'olympisme sous-régional. Vous m'avez aidé à brasser les trois dimensions du mouvement olympique: le sport, la culture et le développement durable. Je me souviens de tous les appuis que j'ai personnellement reçus de vous à mes débuts dans le mouvement sportif international. Le gouvernement malien a accepté de nous octroyer 30 millions de CFA par an que nous utilisons pour le fonctionnement. Le comité olympique est la mère de toutes les autres disciplines. Donc si elle n'est pas soutenue, si elle n'a pas une certaine autonomie financière, c'est très difficile. Déterminé à faire la promotion des différentes disciplines sportives en Guinée, le ministre des Sports promet désormais d'accompagner le Comité national olympique et sportif guinéen dans la mise en œuvre de ses activités. Si on a des pays aujourd'hui qui arrivent à performer au niveau international, notamment dans tous les sports qui sont des sports olympiques, c'est parce que le lien est très fort avec les ministères. Et donc je peux vous promettre effectivement que je vais travailler sur cette réforme pour voir de quelle manière, en tout cas on peut travailler avec eux d'une manière beaucoup plus étroite et surtout leur donner aussi une certaine autonomie, une certaine indépendance. Dans malheureusement le budget qui n'est pas extensible, mais sur lequel en tout cas on peut réorienter en termes de priorité, une certaine politique peut être amenée par eux plutôt que ce soit porté par le ministère d'une manière plus directe. Cette rencontre a été marquée par la remise des cadeaux au ministre des Sports et de la Jeunesse. Ce geste vient sceller les relations entre la CNOA et les autorités guinéennes en charge des sports. Dans l'après-midi de ce vendredi, l'icône du sport guinéen, Maître Nabi Kamara, a été décoré par cette organisation sportive sous-régionale pour ses services rendus
à la nation. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours ce même plaisir, Inch'Allah.